Donc, je vais faire un bref état des lieux de la démographie française et les principales dynamiques de la population active. Alors, tout d'abord, un premier graphique pour montrer que ces 50 dernières années, la population française a augmenté, mais cette augmentation est ralentie sur les dernières années, notamment du fait de la diminution du solde naturel. Ici, sur le graphique en jaune, on observe donc une diminution du solde naturel qui est due à deux phénomènes. Donc un premier, l'augmentation du nombre de décès avec le vieillissement des générations du baby-boom né entre 1945 et 1972 et une baisse de la natalité liée aux baisses du nombre d'enfants par femme et une baisse de la fécondité. Cette baisse du solde naturel donc, est en partie compensée par une augmentation du solde migratoire qui contribue aujourd'hui plus fortement à la croissance de la démographie que dans les années 70. Donc, comme je disais dans la précédente diapositive, les générations du baby-boom vieillissent. Ici, deux pyramides des âges à 30 ans d'écart. Donc, la première en bleu qui montre la pyramide des âges en 1995 et une pyramide des âges en rouge avec cette ligne rouge pour à l'horizon 2025. Donc, les générations du baby-boom avaient entre 25 et 50 ans en 1995. On voit donc un ventre de la pyramide des âges plus bombé en bleu. Elles ont aujourd'hui entre 55 et 80 ans. Et donc, on voit que la part des plus de 50 ans a augmenté très fortement. Donc, ce constat va avoir des impacts importants en termes sociétaux et économiques. Donc, l'autre constat clé que nous avons déjà évoqué est l'augmentation du solde migratoire ces dernières années. La part de la population immigrée dans la population française a augmenté ces dernières années, donc depuis les années 2000. Et aujourd'hui, la part de la population immigrée arrive à un taux de 10%, soit environ 7 millions de personnes. Passons maintenant donc à l'évolution de la population active. Alors, deux graphiques ici pour deux constats majeurs. Donc, le premier, le graphique de gauche, qui représente l'évolution de la population en emploi sur les 50 dernières années. Donc, la courbe rouge augmente avec une augmentation de la population en emploi d'environ 5 millions de personnes. Et cette augmentation est due à l'augmentation de la participation au marché du travail des femmes. On voit que le nombre donc, de femmes en emploi rejoint les effectifs de population en emploi des hommes sur la fin de la période. Sur le graphique de droite, donc l'évolution des taux d'activité par tranche d'âge. Ici, deux constats importants. La diminution donc, du taux d'activité des jeunes, la courbe en bleu pour les 15-24 ans, à la suite de l'augmentation des durées d'études. Au cours des années 70 jusqu'à la fin des années 90, le taux d'activité des jeunes a diminué pour atteindre environ 40% sur la fin de la période. Le deuxième constat, lui, concerne plutôt l'emploi des seniors. Donc, deux courbes ici à regarder plus précisément. La courbe jaune pour les 55-59 ans et la courbe noire pour les 60-64 ans. Donc, entre les années 70 et à la fin des années 90, début des années 2000, les politiques publiques étaient tournées plus vers un retrait du marché du travail des populations seniors, avec différentes mesures comme la dispense de recherche d'emploi ou encore les mesures de pré-retraite. À la fin des années 90, au début des années 2000, on observe un tournant majeur, un virage à 180 degrés avec la suppression de ces mesures et une succession de mesures qui conditionnent ou incitent à la prolongation de la vie active pour les seniors, avec une augmentation de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une retraite à taux plein, mais aussi avec l'augmentation d'âge d'ouverture des droits de 60 à 62 ans avec la réforme de 2010.
Donc ces changements démographiques vont avoir un impact important, mais un impact différent suivant les secteurs, notamment en fonction de la composition en termes d'âge et de genre des secteurs. Alors l'économie française est une économie tertiarisée avec environ 3/4 des emplois dans les services en 2022. La composition, enfin le secteur tertiaire est plus fortement féminisé, alors que les autres secteurs comme l'industrie ou la construction sont majoritairement masculins. Mais pour autant, au sein des services, il existe des différences. Ainsi, à titre d'exemple, le secteur des transports est un secteur majoritairement masculin et avec une proportion de personnes âgées de 50 ans ou plus importante en comparaison avec la proportion des jeunes. À l'inverse, le secteur de l'hébergement et de la restauration, donc dans ce secteur, il y a autant d'hommes que de femmes et la part des jeunes âgés de 15 à 24 ans est beaucoup plus importante que la part des personnes âgées de 50 ans ou plus. Alors, si on s'intéresse maintenant à la répartition en fonction des catégories socio-professionnelles, donc suite à la tertiarisation de l'économie, mais aussi à l'augmentation des niveaux de diplôme, la proportion de cadres et de professions intermédiaires a augmenté ces 40 dernières années et la proportion d'ouvriers et d'agriculteurs a, elle, diminué au cours de la période. Si on s'intéresse maintenant aux conditions d'emploi, donc la part des emplois à durée déterminée au sein de l'économie est restée relativement stable ces 40 dernières années, avec environ 3/4 des emplois salariés avec un contrat à durée déterminée. La part des CDD et de l'intérim a fortement augmenté au cours des années 80-90 pour se stabiliser autour de 10%. Alors que la part des indépendants a, elle, fortement diminué et se stabilise aujourd'hui autour de 12%. Alors, parlons un peu maintenant de l'état de santé de la population, qui va être un élément clé dans les projections réalisées. Alors, il est difficile de mesurer l'état de santé de la population, mais il existe plusieurs mesures de santé. La plus connue est l'espérance de vie. Donc, il y a différents types de mesures d'espérance de vie. L'espérance de vie à la naissance, l'espérance de vie à 65 ans et l'espérance de vie avec ou sans incapacité. Ici, sur les 15 dernières années, on voit que l'espérance des femmes est restée relativement stable. L'espérance de vie à la naissance est d'environ 85 ans, alors que l'espérance de vie des hommes a légèrement augmenté et atteint aujourd'hui 80 ans à la naissance. Les espérances de vie sans incapacité ont également légèrement augmenté pour atteindre environ 65 ans pour les femmes et 64 ans pour les hommes. Alors, l'état de santé peut être également mesuré par le risque ou la probabilité de développer des maladies chroniques. Ici, sont représentés les risques de développer des maladies chroniques telles que des maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies neurologiques, maladies psychiatriques, respiratoires, le diabète ou les maladies du foie et du pancréas. Ici, ces risques sont représentés en fonction du niveau de vie. Et le niveau de vie est représenté en fonction des déciles de niveau de vie de la population. Le premier décile est le décile, les 10% de la population avec un niveau de vie le plus faible, et le 10e décile représente les 10% de la population avec un niveau de vie le plus élevé. Donc pour les maladies cardiovasculaires, les maladies neurologiques et les maladies respiratoires, on voit que les personnes qui appartiennent au premier décile de niveau de vie ont un risque environ 1,5 fois plus élevé de développer des maladies en comparaison aux individus qui appartiennent au dernier décile de niveau de vie. Et ce risque est encore plus accru pour les maladies psychiatriques, le diabète et les maladies du foie et du pancréas. Pour le cancer, cette étude ne montre pas de lien, mais pour autant, on sait qu'aussi que les risques de cancer sont aussi liés au comportement de dépistage. Et d'autres études ont montré qu'il existe aussi des liens entre niveau de vie et mortalité due au cancer. Donc, il existe un fort gradient social dans le risque de survenue des maladies chroniques. Et ceci a potentiellement des impacts ensuite en termes d'invalidité au cours de la carrière.
Enfin, pour terminer, donc on peut s'intéresser au lien entre conditions de travail et état de santé. Alors, ces deux graphiques représentent d'autres mesures d'état de santé qui sont des mesures des mesures de santé subjectives. Donc, l'état de santé autodéclaré, où on demande à l'individu de donner un score de son état de santé, entre 1, ici, un très bon état de santé, 8, un très mauvais état de santé, et des mesures liées aux limitations dans la vie quotidienne, dans les gestes de la vie quotidienne, où l'individu doit répondre s'il est limité ou non dans les gestes qu'il peut faire quotidiennement, donc de manière légère, modérée ou forte. Ici, dans cette étude, la population est séparée en deux groupes, des personnes qui ont été exposées à des conditions de travail pénibles au cours de leur carrière. Donc, des conditions de travail pénibles peuvent recouvrir différentes facettes, des conditions, des pénibilités organisationnelles comme le travail en équipe alternante ou des conditions de travail pénibles, des pénibilités physiques avec des ports de charges lourdes ou encore des expositions à des agents chimiques. Donc, ces populations sont séparées entre des personnes qui n'ont pas du tout été exposées à des pénibilités au cours de leur carrière. Ici, ce sont les bandes grises, et puis des personnes qui ont été exposées donc, à ces conditions en noir. On voit que la santé à 60 ans est plus dégradée pour les personnes qui ont été exposées à des conditions de travail pénibles au cours de leur carrière et qu'elles ont des probabilités d'être plus limitées dans leurs gestes de la vie quotidienne à 60 ans.